faut dire que les techniques ils sont nombreux et variés, même concernant le transplant utilisé. Certaines écoles utilisent fréquemment les allogreffes, surtout dans l'Amérique, plus précisément aux États-Unis. Ça consiste en quoi cette technique d'allogreffe? C'est-à-dire que un patient va donner un don de son ligament qui va être stocké dans un banque du don d'une façon qui est stérile. Donc, cette technique, il a des avantages ainsi que des inconvénients. Concernant les avantages, premièrement, un temps opératoire qui est réduit. Pourquoi? Parce que, contrairement à l'autogreffe, ici, on n'a pas besoin de faire un prélèvement d'un tendon. Deuxième avantage, donc on n'a pas un site de prélèvement et donc on n'a pas de morbidité liée à ce site de prélèvement, contrairement aux autogreffes où on est obligé de faire un prélèvement du tendon ou bien du tendon rotulien ou bien du tendon patellaire ou bien des muscles de la patte doigt ou bien des muscles ischio-jambiers. Donc parfois on aura des complications qui sont liées à ce prélèvement, notamment une faiblesse musculaire, notamment des douleurs aussi antérieures et postérieures du genou qu'on va les voir par la suite. Donc les inconvénients, ils sont principalement un risque de rupture qui est principalement le même d'un LCA natif, contrairement à l'autogreffe où la rigidité du transplant il est environ 2 à 3 fois plus élevée. Donc on aura une résistance plus élevée du greffe tendineuse. Ainsi, euh, cet allogreffe il est souvent privilégié chez les sujets qui sont âgés, qui sont moins actifs, ou par exemple dans la chirurgie de reprise après la rupture. Donc la deuxième technique utilisée, c'est la technique des autogreffes. Donc les autogreffes, ils doivent principalement répondre à des critères qui sont précis, notamment le transplant doit être résistant, la fixation primaire doit être solide, avec une très bonne intégration osseuse. Les techniques de prélèvement doivent être minimes et simples, avec une morbidité qui est limitée au niveau de site donneur. Donc plusieurs transplants sont utilisés, notamment le tendon rotulien, c'est la technique dite la technique de KG. On a aussi un prélèvement au niveau des muscles de la patte doigt, généralement le gracile ainsi que le demi-tendineux, donc il est dit le DIDT. Aussi le prélèvement du tendon quadricipital, qui est souvent utilisé dans la chirurgie de reprise après la rupture du ligamentoplastie de LCA, ainsi que le tendon du fascia lata. Donc généralement ces tendons, à l'exception du tendon du tenseur de fascia lata, ils sont principalement plus résistants que le LCA sain, donc environ 2 à 3 fois. Par contre, le tenseur de fascia lata, sa résistance il est similaire à celui de LCA. Donc généralement, le tenseur de fascia lata, il est utilisé pour la prise en charge des instabilités rotatoires. Donc il est utilisé souvent pour le remplacement des ligaments collatéraux, mais parfois il est utile dans le cas d'une chirurgie de reprise, principalement en deuxième intention ou bien en troisième intention, après une rupture de cette ligamentoplastie. Donc après on passera pour parler rapidement sur les différents types de fixation. Donc il existe des différents types de fixation, bien par des vis ou bien à travers des ondes de boutons. Donc ces éléments ils sont résorbables,
permettant principalement un ancrage rapide autour de 3 mois. Une autre chose à savoir, c'est que le type de reconstruction était longtemps un sujet de débat entre une école qui préfère reconstruire le LCA sous forme d'un seul faisceau contre une autre école qui préfère de reconstruire le LCA une reconstruction anatomique en double faisceau. Donc pour la reconstruction de LCA en un seul faisceau, donc il était largement utilisé, mais environ 30% des patients gardant à long terme des sensations d'insécurité ainsi que des dérobements. Donc pour cette raison, la reconstruction doit être le plus anatomique possible, c'est-à-dire en deux faisceaux, ce qui permettra une meilleure resaturation de la stabilité de genou. Donc, il y en a aussi autre chose à savoir, c'est que en cas d'une rupture partielle d'un seul faisceau, et on a déjà vu que le faisceau antéromédial, il a beaucoup de risques de rupture par rapport au faisceau postérolatéral parce que il est tendu presque dans toute la course angulaire du genou. Donc dans ce cas-là, euh, il faut essayer de préserver le faisceau qui est intact, car ce faisceau qui est intact, il va permettre au transplant de développer une meilleure ligamentisation qu'on va la voir par la suite. C'est un processus qui permet la transformation du transplant tendineux à un ligament. Ainsi, il permet aux patients d'avoir une meilleure proprioception parce que on a déjà dit que le ligament croisé antérieur il est très riche par les récepteurs proprioceptifs et on a dit aussi que la transformation du tendon au ligament il va permettre à ce tendon d'avoir les mêmes caractéristiques biochimiques ainsi que histologiques de ligament croisé antérieur sain. La seule différence c'est que le transplant il n'est pas énervé. Ce rôle informationnel de ligament croisé antérieur il est absent pour le transplant. Donc arrivons maintenant à ce phénomène de ligamentisation. Donc le tendon prélevé par autogreffe une fois est mis en place, il va se modifier pour donner un néoligament. Donc ce phénomène se déroule principalement dans trois phases. Donc la première phase, il est généralement dans les 2 premiers mois où on aura une néovascularisation avec la mise en place des cellules réparatrices, notamment les fibroblastes. Donc la deuxième phase, c'est une phase qui se déroule entre le 2e mois ainsi que le 12e mois. Donc l'action de fibroblastes atteint son maximum. Donc ces fibroblastes ils vont intensifier la production de collagène. La troisième phase, généralement c'est entre 1 an et 3 ans. Donc la maturation du transplant arrive à son max et au bout de cette phase, le ligament il aura finalement les mêmes caractéristiques biochimiques ainsi que histologiques du ligament qui est sain, mais je répète que la seule différence, ça sera l'absence de l'innervation. Donc une chose très importante à savoir concernant ce phénomène de ligamentisation, donc il faut préciser que durant les premiers mois post-opératoires, le transplant il est dans une fenêtre qu'on appelle la fenêtre de vulnérabilité, c'est-à-dire que la résistance mécanique elle est basse. C'est pour cette raison la rééducation il doit être prudente pour éviter une rupture de ce transplant ou bien la rupture de fixation. Donc arrivons maintenant aux principaux complications. Donc il y a généralement des complications qui sont communes à toutes les chirurgies de membres inférieurs, notamment les complications thromboemboliques, les complications cutanées, les complications hémorragiques, notamment l'hématome intra-articulaire, les complications infectieuses, notamment l'arthrite septique. Mais on a aussi des complications qui sont spécifiques à ce type d'opération, notamment
la douleur qui peut être antérieure ou bien postérieure, généralement en rapport avec le site de prélèvement. Donc, une douleur antérieure, c'est-à-dire qu'on a un prélèvement au dépend du tendon rotulien ou bien au dépend du tendon quadricipital, alors qu'une douleur postérieure, il est en rapport souvent avec un prélèvement au niveau des ischio-jambiers. Donc la deuxième complication aussi correspond à la raideur et c'est très important qu'un médecin physique euh, et aussi un kinésithérapeute يعرف les étiologies de cette raideur post-opératoire parce que souvent le chirurgien dit à son patient que cette raideur il est dû exclusivement à un défaut de rééducation, mais il y en a souvent autres causes qui peuvent expliquer cette raideur. Donc la raideur, il peut être ou bien en flexion, c'est-à-dire que le patient il n'arrive pas à fléchir son genou correctement, ou bien en extension, c'est-à-dire que le patient il garde un flexion. Et le plus souvent, c'est que cette raideur, il est généralement mixte. Le patient, donc, il a un flexion, mais il n'arrive pas à fléchir son genou correctement. Et une chose très importante à savoir, c'est que la raideur en extension, elle est plus gênante que la raideur en flexion, tout simplement parce que la raideur en extension, euh, elle a des conséquences sur l'autonomie du patient, donc il n'arrivera pas à marcher correctement, il va garder une boiterie. Par contre, les gestes qui nécessitent un grand degré de flexion, ils sont limités et c'est souvent le mouvement de descente des escaliers où le patient il nécessite presque 110 degrés de flexion. Donc, parmi les étiologies de cet arrêt de renflexion, à côté de défaut de rééducation, on peut parler des adhérences autour de ligamentoplastie. On peut parler aussi d'un défaut anatomique de ligamentoplastie, notamment avec un transplant qui est trop tendu, aussi un tunnel fémoral qui est trop antérieur et qui va empêcher le genou de se plier correctement. Concernant la raideur en extension, donc on a aussi un tunnel tibial qui est trop antérieur, des contusions osseuses en intra-articulaire. On a aussi une rééducation qui est insuffisante ou bien une rééducation qui est tardive. Généralement, dans les premiers jours en post-opératoire, on aura la douleur, on aura aussi un épanchement intra-articulaire. Donc cette douleur ainsi que cet épanchement intra-articulaire, ils vont activer d'une façon qui est réflexe les muscles ischio-jambiers qui vont avoir une contraction qui est tonique et qui vont être responsables d'un fléchon qui est antalgique. Donc, euh, ne pas mobiliser le genou précocement, ne pas chercher une extension active à zéro précocement, il va conduire que ce fléchon persiste. Donc c'est pour cela la rééducation tardive est parmi les étiologies de la raideur en extension. On a aussi une autre étiologie. On parle généralement d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Cyclope. Donc le syndrome de Cyclope, il correspond principalement à un nodule qui est fibreux, qui se développe au niveau de la ligamentoplastie. Donc il se forme et il va coincer le genou en extension et il va empêcher le genou à obtenir une extension qui est complète. Donc, vous pouvez regarder ici au niveau de cette photo-là sur l'IRM et vous pouvez aussi le voyez ici dans cette coupe ou bien dans cette photo arthroscopique. Donc, ce syndrome, bien sûr, il est favorisé par certains facteurs. Généralement, le non-respect d'un délai suffisant entre la rupture du ligament ainsi que la ligamentoplastie. Donc, principalement, il faut respecter environ 6 semaines pour dépasser cette phase inflammatoire qui favorise
la survenue de ce syndrome. Aussi, parmi les causes, c'est l'absence du nettoyage des débris ostéocartilagineux. Donc, généralement, le traitement et la prise en charge de ce syndrome est souvent chirurgicale, consiste à une résection arthroscopique de ce nodule fibreux. Donc, arrivons maintenant à la prise en charge rééducative. Donc, on a ici ces deux revues de littérature qui sont récentes, qui parlent des différentes approches récentes dans la rééducation de ligamentoplastie de LCA. Donc, la première, c'était en 2024, la deuxième, c'était en 2022. Donc, les objectifs de rééducation, c'est principalement obtenir un genou qui est stable, fonctionnel, indolore, sans risque de re-rupture, avec l'objectif principal pour les athlètes, c'est bien évidemment retrouver le niveau sportif d'avant l'opération. Donc, on peut commencer par les principes de rééducation. Donc, généralement, une mobilisation qui est immédiate avec une rééducation qui est précoce. Donc, on a déjà dit que la mobilisation immédiate, c'est surtout dans la recherche d'une extension passive qui est complète. On a déjà expliqué que le patient, à cause de la douleur et à cause de l'épanchement, il tend à développer un fléson qui est antalgique. Et donc, si on a une rééducation qui est tardive, ça peut compliquer ce fléson qui deviendra irréductible. Concernant la rééducation qui est précoce, donc il faut savoir que lors de la phase de ligamentisation qu'on a déjà expliqué, les fibroblastes vont développer du collagène et ce collagène, il nécessite bien sûr un travail qui est adapté pour qu'il augmente sa résistance ainsi que sa rigidité. Et donc, on aura deux cas de figure, ou bien un travail avec une rééducation qui est forcée, qui va exposer le patient avec un risque de rupture qui est précoce, alors que la deuxième chose, c'est que si on a une rééducation qui est trop faible ou bien on n'a pas une rééducation qui est précoce, le risque c'est que le transplant il sera moins résistant, il sera trop faible. Donc, le patient, il peut garder une laxité résiduelle même après l'opération. Et ça, c'est aussi une complication parmi les complications de ligamentoplastie que j'ai oublié de citer avant. C'est aussi la laxité post-opératoire. C'est à cause de cette raison. Donc, le deuxième principe, c'est une mise en charge qui est précoce ainsi que progressive. Donc, la mise en charge qui est précoce et progressive. Donc, le patient, principalement, il doit marcher. Le retirement des aides techniques, il doit être en fonction de la force musculaire de quadriceps, s'il arrive à faire un verrouillage actif ou non, ainsi qu'en fonction du degré d'extension. Donc, on a dit que le patient il doit avoir le plus rapidement possible une extension passive et active à zéro. Donc, en fonction de ces paramètres, on va voir si le patient il marche ou bien avec des aides techniques ou bien sans aide technique. Donc le troisième principe, c'est le renforcement précoce des ischio-jambiers. On a déjà montré que les ischio-jambiers, ce sont des muscles qui sont agonistes au rôle de LCA. Pourquoi? Parce que leur contraction, il va entraîner une flexion de genou, ainsi qu'il va s'opposer au mouvement de translation antérieure de tibia, et par conséquent, ils vont soutenir l'action du LCA qui est vulnérable. Le quatrième principe, on doit éviter le renforcement du triceps sural en mode concentrique en genou fléchi. On a déjà montré que les muscles gastrocnémiens, ce sont des muscles qui sont antagonistes au rôle de LCA. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des muscles qui se terminent de part et d'autre de la face postérieure du fémur. Leur contraction, il va
entraîner une translation postérieure du fémur et donc une translation antérieure automatique de tibia. Pourquoi on doit les travailler en extension et pas en flexion? Parce que en extension, on aura des forces dites des forces de coaptation. Ils sont représentés généralement par les structures méniscales ainsi que les points d'angle qui vont essayer de garder les structures articulaires très adhérentes. Et donc, la contraction de triceps sural en extension, il, il n'aura pas de conséquences sur la translation antérieure de tibia. Concernant le quatrième ou bien le cinquième principe, c'est le travail proprioceptif précoce qui doit être à la fois du côté sain ainsi que du côté lésé. Pourquoi? Tout simplement parce que des études, ils ont trouvé des études qui sont été faites, généralement des études sabliométriques, sur la posture ainsi que sur la proprioception. Donc ils ont constaté que pour un patient ayant une rupture de LCA, donc les conséquences de altération de proprioception, ils sont à la fois au niveau de genou sain ainsi que de genou laissé. Donc, et ceci est expliqué principalement par deux hypothèses. Donc, la première hypothèse, c'est que le patient il ne fait pas confiance dans son genou lésé et donc il va solliciter d'une manière qui est excessive le côté sain. La deuxième, c'est une perturbation qui est centrale parce qu'on a déjà montré initialement dans la partie des récepteurs proprioceptifs de genou. Donc on a déjà montré, on a déjà dit que le rôle informationnel très important des ligaments croisés antérieurs qui est expliqué par la richesse des récepteurs proprioceptifs. Et donc ce rôle, il est simultané et synergique. Et donc une fois qu'on aura un ligament croisé antérieur qui est lésé, la conséquence, ça sera une altération de proprioception sur les deux côtés. Donc, et le risque pour un patient, bien pour un joueur qui a déjà fait une rupture de LCA, qui n'a pas bien travaillé sa proprioception, donc le risque, c'est la rupture du transplant d'une part, et d'autre part, la rupture de LCA de l'autre côté. Donc ici, on a un exemple d'un joueur du Real Madrid, c'est Eder Militao. Dans un an d'intervalle, il a commencé par faire une rupture du LCA droit, juste après un an, une rupture de LCA à gauche. Je ne dis pas que forcément c'était à cause d'un manque de travail proprioceptif, mais certainement le manque de travail proprioceptif était parmi les facteurs qui ont favorisé cette rupture-là. Arrivons maintenant à un sujet qui est très très important. Donc c'est un autre principe de la rééducation, c'est le travail de quadriceps. Donc le travail de quadriceps, il était toujours un objet d'un débat après la ligamentoplastie de LCA. Donc la rééducation en chaîne cinétique fermée était considérée initialement comme la seule option sécuritaire. Pourquoi? Parce que euh, les auteurs pensent que la contraction en chaîne cinétique ouverte du quadriceps, il ne sera pas protégé par la contraction du antagoniste représenté par l'ischio-jambier et donc ceci il va entraîner une translation antérieure de tibia avec une mise en tension du transplant qui est vulnérable, ce qui peut augmenter la re-rupture. Donc ainsi, ces auteurs pensant que le travail en chaîne cinétique ouverte, il est bien sûr risqué, surtout dans une course angulaire entre 0 et 60 degrés de flexion. C'est pourquoi certains experts ils ont proposé initialement un renforcement en chaîne cinétique ouverte qui est dite intelligente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire
commencer le renforcement de quadriceps en chaîne cinétique ouverte qu'à partir de 60 degrés de flexion. Il faut aussi savoir que il y en a un rôle très important de travail de quadriceps en chaîne cinétique ouverte parce que les études isocinétiques, ils sont comparés des protocoles sans travail en chaîne cinétique ouverte versus un travail avec une chaîne cinétique ouverte. Ils ont constaté que pour le groupe qui a travaillé en chaîne cinétique ouverte, la force de quadriceps, il était plus élevé. Donc, initialement, le travail en chaîne cinétique ouverte, c'était recommandé à partir du quatrième mois, mais ces deux revues de littérature qu'on a ici, donc ils ont conclu que ou bien le travail en chaîne cinétique fermée ou bien le travail en chaîne cinétique ouverte, ils sont équivalents en termes de sécurité. Et donc, ces deux approches sont désormais autorisées dans les protocoles de rééducation modernes. Donc, arrivons maintenant à l'ordre chronologique de la rééducation. Donc, généralement, la rééducation se déroule en 4 phases. La première phase, c'est la phase de rééducation post-opératoire immédiate. La deuxième phase commence après G8. La troisième phase, c'est une phase de rééducation fonctionnelle. Et la quatrième phase, c'est la phase de reprise d'activité physique contrôlée. Et après, on peut discuter le retour sur le terrain. Donc le passage d'une étape à l'autre est conditionné par l'acquisition de chaque objectif d'étape précédente, ainsi que pour qu'un patient marche, pour que la suppression des cannes, ça se fait. Donc on doit avoir, comme on a déjà précisé, un verrouillage actif par le quadriceps, ainsi que 0 degré d'extension actif, sans flexum, sans douleur, sans boiterie. Donc la première phase, c'est la phase de la rééducation post-opératoire immédiate. Donc initialement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr contrôler les complications thromboemboliques ainsi que l'état cutané. Il faut surveiller la cicatrice. Il faut bien sûr que le patient prend du HBPM, et il fait des bas de contention. Il essaye de faire une dorsiflexion des pieds afin de favoriser le retour veineux et donc empêcher les caillots sanguins d'être construits. La deuxième chose aussi, c'est le contrôle de la douleur, ou bien par des antalgiques ainsi que par un attel d'extension. Donc l'attel d'extension, le rôle c'est de limiter les mobilisations articulaires et donc contrôler la douleur. Donc la troisième des choses, c'est la mobilisation de l'articulation fémoro-patellaire afin d'éviter la constitution des adhérences. Il faut aussi récupérer une extension passive à zéro. On a déjà précisé pourquoi. Parce que un flexum, il va empêcher le patient à marcher. Il va occasionner une boiterie. Après, on a dit aussi que le travail de flexion, initialement, il doit être entre 0 et 90 degrés. Pourquoi? Parce que dans cette course angulaire et dans cette phase, le transplant, il est vulnérable. Donc, le travail de flexion, il doit être prudent. Donc, on peut utiliser ou bien un arthromoteur ou bien un travail manuel. Donc, le travail d'ischio-jambier doit être le plus précoce possible. On a déjà précisé ça. Dans cette phase-là, pour le travail de quadriceps, on parle essentiellement d'un réveil de quadriceps et non pas un renforcement de quadriceps. Pourquoi? Tout simplement parce que le quadriceps, il est formé par 4 chefs. Donc, un chef profond qui est représenté par les muscles vastes ainsi qu'un chef superficiel qui est représenté par le muscle droit fémoral. Donc, la nature des fibres musculaires dominantes dans chaque chef sont différents, ainsi que les conséquences cliniques qui sont différentes. Lorsqu'on parle des muscles vastes, ce sont des muscles qui sont profonds, qui sont riches par les fibres musculaires de type 1. Donc, dans le rôle, c'est de assurer la stabilité articulaire. Et donc, lorsqu'on a une immobilisation ou bien lorsqu'on a un acte chirurgical, donc les conséquences sont la sidération ainsi que l'amyotrophie.
contrairement au muscle droit fémoral qui est un muscle biarticulaire dont l'objectif c'est faire principalement une flexion de genou avec ou bien une extension de genou avec une flexion de la hanche. Donc c'est un muscle qui est très riche par les fibres musculaires de type 2 qui vont assurer l'extensibilité. Et donc lorsqu'on est devant une immobilisation ou bien un acte chirurgical, donc on parle surtout de la fibrose de ces fibres musculaires qui va se traduire cliniquement par une rétraction ainsi que par une hypoextensibilité. C'est pour cela, dans la première phase de la rééducation, donc il faut chercher à réveiller le quadriceps, généralement par une électroneurostimulation à basse fréquence. Donc les auteurs recommandent une basse fréquence, environ 30 Hz, ainsi que par un massage, ainsi que par des techniques dites de contracté-relâché. On demandera au patient sur 10 secondes de réaliser 10 contractions dites flash. Après, on demande au patient de faire des contractions qui sont plus lentes. Par exemple, chaque contraction doit durer environ 10 secondes et il doit compter vers 10 contractions. Il faut aussi travailler sur l'autonomie du patient. On a dit qu'on doit faire une mise en charge qui est progressive et on doit adapter les aides techniques en fonction du force du quadriceps ainsi qu'en fonction du degré de flexion. Donc la deuxième phase, c'est généralement entre G8 ainsi que J45, la rééducation dite à prédominance analytique. Donc on doit augmenter progressivement le secteur de mobilité de flexion pour que le patient obtiendra une flexion à 130 à J45. Donc on doit continuer le renforcement des ischio-jambiers. Il faut aussi continuer le renforcement actif de quadriceps. Et maintenant, on va passer à un renforcement actif de quadriceps. Donc, certaines études préconisent le travail qui associe à la fois une électro-neurostimulation avec un travail actif du patient. Donc, ces travaux-là, ils ont constaté une force plus élevée du quadriceps durant le travail par cette technique. Donc il faut aussi renforcer et assouplir le triceps, comme on a déjà dit, que le renforcement du triceps sural, il doit être effectué dans cette phase en 0 degré d'extension, parce que on a déjà précisé que le travail en flexion et en concentrique, il va engendrer une translation antérieure du tibia qui s'oppose et qui met du tension sur le transplant vulnérable. Et aussi, à la fin de cette phase, il faut que le patient obtiendra un appui qui est complet. Donc arrivons maintenant à la troisième phase de la rééducation. Donc c'est la phase qui se réalise entre J45 ainsi que J90. Donc il faut toujours poursuivre la récupération des amplitudes de flexion. Donc il faut aussi continuer le renforcement de la chaîne musculaire postérieure, notamment le triceps, les ischio-jambiers ainsi que les fessiers. Donc il faut continuer le renforcement du muscle quadriceps en préconisant principalement des exercices qui sont fonctionnels, généralement par la bicyclette de rééducation, le vélo elliptique, le stepper, le rameur, ainsi de suite. Et il faut aussi continuer le travail proprioceptif, comme on a déjà précisé, des deux côtés, à la fois le côté sain ainsi que le côté lésé. Et concernant le travail proprioceptif, on doit commencer bien sûr par un travail bipodal, puis monopodal, et on doit aussi travailler dans des plans qui sont très diversifiés afin de essayer de créer des situations de déséquilibre que le patient ou bien l'athlète peut les rencontrer dans sa pratique sportive. Donc arrivons maintenant à la quatrième phase de la rééducation. Donc c'est la phase de la reprise d'activité physique contrôlée. Donc cette période, il donne la priorité à la réathlétisation et à la musculation
spécifique de quadriceps vu d'une reprise d'activité sur le terrain. Donc il faut aussi récupérer une mobilité qui est complète ainsi que symétrique. Donc il faut toujours continuer à renforcer les muscles ischio-jambiers. Il faut essayer de initier un travail isocinétique après 4 mois principalement. Ainsi qu'il faut commencer un travail du renforcement musculaire global. Donc ce travail de renforcement musculaire global, il va être comme une introduction à la reprise des activités. Donc le patient par exemple, il peut commencer par exemple par une petite course en piscine. Il peut aussi faire des petites foulées sur des terrains qui sont plats avec bien sûr sans changement de direction ni d'accélération brutale, ainsi que ce travail-là, ou bien ces petites foulées doivent être progressifs. Il va commencer initialement par 5 minutes, il va augmenter par un palier de 5, après 10 minutes, après 15 minutes, après 20 minutes, dans les semaines qui suivent, afin de améliorer l'endurance. Et aussi le préparateur physique, il doit insister sur la qualité des appuis. Donc aussi, on a des exercices comme l'exercice présenté ici par ce joueur. Donc ce sont des petits bondissements sur un terrain qui est plus ou moins stable, ainsi que par exemple la reprise ou bien la réception de saut à partir d'un step. Je vais vous montrer par exemple ici une photo. Voilà. Donc ces exercices-là, ils vont bien évidemment permettre un renforcement musculaire global qui va être, comme on a déjà dit, une introduction de la reprise des activités sportives. Et toujours, on a dit qu'il faut continuer un travail proprioceptif pour les deux côtés. Maintenant, au-delà de J150, c'est-à-dire que au-delà de 5 mois, donc cette période doit être précédée par un test isocinétique afin de chercher des déficits de quadriceps ou bien des ischio-jambiers, ainsi que des déséquilibres entre ces deux groupes musculaires pour les travailler spécifiquement. Donc on a dit que aussi pendant cette phase, le kinésithérapeute va passer le relais au préparateur physique. Maintenant, si on veut parler sur le délai de retour à la pratique sportive, bien sûr, on n'a pas un consensus, c'est très variable d'un patient à un autre, mais généralement, les sports dans l'axe, les délais ce sont entre 6 ainsi que 8 mois, alors que pour les sports pivot contact, les délais ils sont généralement entre 8 à 10 mois, parfois jusqu'à un an. Et aussi, il faut savoir qu'il est préconisé que le déficit de quadriceps n'excède pas 15% par rapport à la force du membre inférieur sain. C'est pour cela qu'on a dit que chaque fois que l'athlète doit revenir à la pratique sportive, il faut faire un test isocinétique. Donc arrivons maintenant aussi sur le premier article qu'on a déjà cité. C'est un article, bien c'est une revue de littérature faite par l'équipe de Sarah Jenkins en 2022. Donc avec l'autre étude réalisée en 2024. Donc ces études, ils ont présenté des plusieurs approches qui sont récentes pour la rééducation des patients opérés pour une ligamentoplastie de SCA. Donc parmi ces méthodes, on a l'électrostimulation neuromusculaire qu'on a déjà citée. On a dit que lors de la phase initiale, on cherche un réveil de quadriceps par une électrostimulation de basse fréquence, environ 30 Hz, alors que dans les phases qui suivent, on cherche bien sûr un renforcement du quadriceps et on peut associer à la fois une électrostimulation avec un travail actif du quadriceps. Une autre approche, il est dite la BFR. Donc la BFR, c'est généralement Blood Flow Restriction. C'est la restriction du flux sanguin.
Donc c'est une technique de rééducation qui consiste bien sûr à utiliser un brassard qui est gonflable, comme celui de tension, comme vous pouvez le voir ici dans cette photo. Donc, ce brassard, généralement, il va réduire le flux sanguin arrivé. Donc, les études, ils ont constaté que pour les patients qui utilisent, ce type de renforcement, la force, il est plus élevée, la force musculaire, ainsi que la douleur, il est diminuée. Donc, si on veut expliquer euh, physiologiquement le bénéfice de ce type de renforcement, donc lorsque le patient, bien sûr le kinésithérapeute, il doit mise en place ce brassard, alors que le travail, il doit être effectué presque à 20% du charge. Donc ce sont des exercices qui sont effectués par des charges qui sont faibles. Donc, par conséquence, ceci il va entraîner une accumulation de l'acide lactique. Cette accumulation de l'acide lactique, il va stimuler la production de certains facteurs de croissance qui vont être bénéfiques à la fois pour la réparation des tissus musculaires ainsi que par la production des nouveaux fibres musculaires. Arrivons maintenant à un chapitre qui est très important. Il s'agit des aspects psychosociaux du retour au sport après la reconstruction de ligaments croisés antérieurs. Donc il faut savoir que le retour au sport après la reconstruction de SCA, c'est l'objectif majeur, mais souvent, la peur, c'est la barrière qui est constante. Pourquoi? Parce que ces patients-là, ainsi que ces joueurs ou bien ces athlètes, ils ont toujours peur à refaire une rupture de SCA et de se blesser à nouveau. Donc il faut aussi savoir que le risque de rupture après la reconstruction de SCA, il est présent, il est fréquent, et cette fréquence est surtout plus élevée chez la femme pour les facteurs biomécaniques, anatomiques et hormonaux qu'on a déjà cités. Donc il faut savoir aussi que d'après cette revue réalisée, donc environ 81 des patients ou bien des athlètes revenant à leur forme du sport, 65% ils vont revenir à leur niveau d'avant la blessure, alors que seulement 55% qui vont retourner à la compétition. Donc, c'est pour cette raison, la rééducation post-ligamentoplastie, il doit intégrer un soutien psychologique pour améliorer les résultats et maximiser les chances de succès. Donc, arrivons maintenant à la prévention. Donc, la lésion et la rupture de SCA, c'est une lésion qui est très fréquente, surtout dans les sports à pivot contact. C'est pour cela les grands clubs ils suivent un protocole de prévention. Je vous donne ici l'exemple du Real Madrid. Dans une seule saison, environ 5 lésions de LCA, 4 lésions de LCA avec une rupture du côté contralatéral pour le même joueur. Donc pour cela, il faut adopter un protocole de prévention qui est basé sur le renforcement musculaire des ischio-jambiers, parce qu'on a déjà dit que les ischio-jambiers ce sont des muscles agonistes de SCA, ainsi que les muscles posturaux, notamment les fessiers ainsi que les muscles spinaux. Donc il faut toujours travailler à la proprioception. Il faut aussi faire une correction des techniques sportives. Généralement, il faut expliquer aux patients ou bien aux joueurs la meilleure façon
pour faire la réception d'un saut. La meilleure façon de changer la direction, il faut aussi faire une adaptation de chaussures parce que généralement les crampons qui sont trop longs ou bien ayant une semelle qui est trop large, il va empêcher le pied de glisser lors d'un mouvement de pivot, tout simplement parce qu'il accroche excessivement sur la pelouse. Aussi, la nature de pelouse, il joue un rôle très important parce que généralement, certains pelouses qui sont surtout synthétiques, ils peuvent générer des adhérences trop importantes, ce qui est très dangereux ou bien pour la cheville ainsi que pour le genou, ainsi que la gestion du temps de jeu, parce que une exposition qui est prolongée au jeu, un calendrier qui est trop surchargé, il va augmenter la fatigue et par conséquent, il va augmenter le risque de blessure. C'est pour cette raison, il faut bien gérer la charge d'entraînement ainsi que le temps de repos. Donc tous ces paramètres, ils sont des éléments qui sont cruciaux pour la prévention des lésions de LCA ainsi que pour les autres blessures. Donc arrivons maintenant à la conclusion, on peut dire que la rééducation, c'est le cœur du succès de ligamentoplastie de LCA. Donc il faut savoir principalement que la chirurgie, c'est la première étape. Et donc le véritable succès, c'est lié à la qualité ainsi que la rigueur de la rééducation. Aussi, il faut savoir que le patient est au centre de la prise en charge. Donc l'approche doit être centrée sur le patient. Pourquoi? De 1, déjà, le choix du traitement ou bien ses conservateurs pour un patient qui pense qu'il est moins actif, ou bien chirurgical pour un patient qui est actif et qui veut revenir à faire du sport. La troisième chose, c'est que l'approche doit être globale ainsi que multidisciplinaire, nécessitera une collaboration entre le chirurgien, le kinésithérapeute, le préparateur physique, le médecin du sport, ainsi que il est très important d'intégrer l'aspect psychosocial pour assurer une meilleure gestion de peur et donc permettre aux athlètes d'avoir une confiance qui lui permettra de revenir au niveau de compétition. La quatrième chose, c'est que actuellement le débat historique entre travail en chaîne cinétique ouvert ainsi que chaîne cinétique fermée est bientôt terminé parce que les dernières études ils ont prouvé que les deux méthodes ils sont sécuritaires ainsi que complémentaires pour bien optimiser le renforcement musculaire. Il faut aussi parler sur l'avenir de la rééducation. On a déjà dit, on a déjà montré que des nouveaux techniques qui sont utilisées, généralement la simulation neuromusculaire, surtout dans la deuxième phase, lorsqu'on associe une simulation neuromusculaire avec un travail actif. On a aussi parlé sur le BFR ou bien la restriction du flux sanguin qui augmente l'hypertrophie musculaire. Donc, tous ces éléments ils vont continuer à transformer la prise en charge et qui vont permettre aux athlètes un retour au sport qui est plus rapide ainsi que plus sûr. Donc en terminant بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دونك هذه الآية كتدعو للتفكر في الخلق نتاع الله عز وجل لهذه النفس. دونك j'espère que هاد لا فيديو كانت بينيفيك بالنسبة للناس اللي شافتها et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, à bientôt.